On passe d'un rapport de travail aux animaux qui a exclu les animaux, qui les a transformés en choses, qui les a sortis du travail, qui nous a coupés complètement de relations avec eux, à un système qui va nous en couper encore plus, puisque du coup, ils vont carrément disparaître. Il va rester une vache dans un labo qui va fournir des cellules, une vache expérimentale, en fait. Et voilà, et avec une cellule, non, ils en sont à faire 80 000 hamburgers. La raison, c'est qu'on ne va plus tuer les animaux et qu'ils ne vont plus être malheureux. Ils ne vont plus exister, mais voilà, est-ce qu'on est malheureux de ne pas exister? Non, voilà. D'abord, je vais vous présenter Jocelyne très rapidement, avant de vous laisser la parole, parce que je pense qu'encore une fois, que revenir sur votre parcours est tout à fait éclairant sur les positions que vous avez. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, vous avez publié un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels, alors cet opuscule très, très fort, Cause animale, cause du capital, mais aussi Éleveurs et animaux, réinventer le lien. La mort n'est pas notre métier, vivre avec les animaux, une utopie pour le 21e siècle. Je vais pas citer tous les titres, mais c'est juste pour vous montrer que il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été publiés et auxquels vous pourrez vous référer, d'ailleurs que vous pourrez retrouver à la librairie qui est ici. Et donc, je pense en effet qu'il est important, une fois ces petits détails dits, qui vous posent un petit peu dans votre, aujourd'hui en tout cas dans votre fonction d'aujourd'hui, de revenir un petit peu sur le parcours qui a été le vôtre, pour essayer de reprendre et comprendre une expression de Corinne Peluchon justement dans La Disputatio, je la cite. Qu'est-ce qui vous a fait traverser le miroir, Elle parle de traverser le miroir, autrement dit, sous sa plume, ça voulait dire s'engager pleinement dans la défense des animaux, puisque c'est pas un engagement partiel, c'est pas juste un engagement intellectuel, c'est un engagement quasiment existentiel. Alors, qu'est-ce qui vous a fait traverser le miroir? Bonjour à tous, merci. Pour entrer dans le vif du sujet, effectivement, j'étais moi-même, je suis née au rural, je me suis installée en élevage dans les années 80 et j'ai été éleveuse de brebis, laitière, je faisais des fromages, je les vendais au marché, etc. Et donc j'avais appris ce métier avec d'autres éleveurs du coin. Donc voilà, j'avais une idée de l'élevage qui était très fondée sur le respect des animaux. Le travail bien fait, la patience, tout ce qu'on peut trouver chez des éleveurs aujourd'hui. Et puis j'ai quitté cette petite ferme et j'ai repris des études agricoles. Et je me suis retrouvée en Bretagne à faire un bac technique agricole pour reprendre des études que je n'avais pas faites avant de m'installer. Et là, j'ai découvert la production porcine industrielle dans le cadre d'un stage de bac agricole que je devais faire. Et donc là, ça a été vraiment un choc. Parce que je pensais, comme néo-rural, je pensais que l'élevage, c'était forcément ce que j'avais vécu avec mes brebis, ce que j'avais vu chez d'autres éleveurs. Et là, j'ai vu quelque chose qui n'avait rien à voir. Des bêtes enfermées, sommées de produire, les bâtiments, l'enfermement, la violence, et puis l'inanité du travail, en fait, des gens qui couraient tout le temps. Quelque chose de très brutal par rapport à ce que j'avais vécu. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que les gens se disaient éleveurs. Ils disaient, nous, on est éleveurs. Mais je ne voyais pas le rapport entre ce qu'ils faisaient et ce que j'avais vécu et ce que j'avais vu par ailleurs. Et donc, en fait, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que l'élevage. Est-ce que c'était eux qui faisaient de l'élevage ou est-ce que c'était les gens que j'avais rencontrés moi-même, tout en étant évidemment néophyte, puisque j'étais néo-rural, mais mes collègues qui m'avaient appris le métier n'étaient pas, et surtout que j'ai beaucoup appris aussi avec des personnes âgées du village, Et donc, en fait, c'est ça qui a signé mon parcours de recherche, c'est cette question, qu'est-ce que l'élevage? Et voilà, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus, en fait. Alors bon, je pense que j'ai apporté des éléments maintenant, mais... c'était cette question-là, et puis une révolte quand même énorme sur cette violence envers les animaux. Parce qu'après, j'ai continué les études, j'ai eu l'occasion de retravailler en porcherie industrielle, quelquefois assez longtemps, et vraiment, je ne comprenais pas pourquoi on était si violent avec les animaux, pourquoi les travailleurs avec qui j'étais, choisissaient ces systèmes de production
qui les rendait malheureux, où ils étaient enfermés dans le noir, où il y avait du bruit, de la poussière, où ils étaient obligés de maltraiter les animaux, plutôt que l'élevage que j'avais vécu et qui était voilà, une source au contraire de richesse affective, mais effectivement pas richesse financière, là, ce qui était quand même le but des porcheries industrielles, où il fallait voilà, accumuler l'argent, acheter des grosses voitures, acheter une villa, 2 villas, 3 villas, le temps que le cours du port était haut. Enfin voilà. Et donc c'est voilà, cette opposition entre deux mondes que je percevais comme deux mondes et dont je me suis dit, est-ce que c'est vraiment deux mondes? Et donc la réponse actuellement, voilà, après 30 ans de recherche, c'est oui, c'est deux mondes qui n'ont en fait rien à voir. Et qu'on voilà, on regarde avec avec confusion comme une même chose, quoi. Il y a le monde des productions animales, industrielles, donc voilà, donc j'ai montré d'où elles venaient, le parcours historique, le lien avec le capitalisme, enfin, etc. Et puis l'élevage, le rapport historique multimillénaire de travail avec les animaux, avec toute sa complexité et voilà, ses difficultés. Alors justement, cette position, et on va peut-être un peu développer justement la question de ces deux mondes qui pourtant sont souvent décrits à travers le même vocabulaire, ce qui crée un certain nombre de malentendus. On va peut-être s'arrêter un petit peu sur cette question du vocabulaire, justement. Élevage. Finalement, on parle d'élevage pour ces deux mondes, alors que vous dites qu'ils sont pourtant radicalement hétérogènes. Alors, quel type de vocabulaire on devrait choisir? Est-ce qu'on peut imaginer que dans le monde de l'élevage industriel, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais bon, pour l'instant je le garde, on pourrait néanmoins apporter, je sais pas, un certain bien-être aux animaux? Est-ce que c'est compatible quand même avec tout un travail sur une amélioration des conditions de vie des animaux? Est-ce que ce système d'élevage industriel est réformable de l'intérieur ou c'est un système qui ne fonctionne pas? Déjà sur le vocabulaire, c'est vrai que les mots là sont extrêmement importants parce que ce terme d'élevage, par exemple industriel, qui est en fait un oxymore, puisque soit on est dans l'élevage, soit dans l'industrie, mais en fait, on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas à la fois élever les animaux et à la fois les produire comme des choses. Il date du 19e siècle, à la naissance des productions animales, au moment de l'émergence du capitalisme industriel, de l'arraisonnement de la nature au capitalisme, à la recherche du profit, etc. Les animaux ont été embringués là-dedans. Et donc, il y a une science qui est née à ce moment-là, qui s'appelle la zootechnie, qui a été le support de l'industrialisation de l'élevage. Alors, conceptuellement au 19e siècle, et puis de façon très concrète au 20e. Et donc, l'objectif de cette zootechnie, c'était d'assimiler l'élevage aux productions animales et de dire qu'en fait, on passait de l'élevage aux productions animales, c'est-à-dire à la production de la matière animale. Et donc, d'utiliser le même vocabulaire. Et c'est très frappant quand on regarde les livres de zootechnie. Il y en a beaucoup sur Gallica, si vous voulez les lire. Le livre peut s'appeler l'élevage des cochons, et puis le premier paragraphe, c'est la production animale de cochons. Enfin, il y a un aller-retour sans arrêt avec ce terme de l'élevage et les productions animales. Je pense d'ailleurs qu'il échappait aux zootechniciens du 19e, parce qu'ils étaient dans ce processus de transformation qu'ils portaient pour le bien de la nation et de la science, etc. C'est des systèmes qui ont été portés par la science, par l'industrie, par l'argent, par les banques. Et donc on est complètement sorti de l'élevage à ce moment-là. Et du coup, le vocabulaire, ce terme d'élevage, il est resté après, au XXe siècle, au moment de la modernisation après-guerre de l'agriculture. Enfin, modernisation, je le mets entre guillemets, c'est le terme utilisé à l'époque, mais en fait, il s'agit bien d'industrialisation, quoi. Il s'agit bien de mettre en axe ce qui a été pensé conceptuellement au XIXe siècle, de transformer la relation de travail aux animaux en une production de matière animale au sein de laquelle les animaux sont des choses, des machines, comme le disaient les zootechniciens du XIXe. Ils ne traitaient pas les animaux de machines de façon imagée. C'était les animaux sont des machines comme les hauts fourneaux, etc. Et comme les hommes. Et comme les hommes, c'est la même époque, effectivement, hein, si on lit
C'est l'époque voilà, du capitalisme industriel dans toute sa violence envers les humains, effectivement, qu'on retrouve dans toute la littérature du 19e. Et puis envers les animaux, qu'on trouve aussi chez certains auteurs du 19e. On trouve un regard comme ça sur les animaux enrôlés dans ces transformations industrielles. Et après, au XXe siècle, effectivement, au moment de la modernisation, ce terme élevage, il reste. Il reste parce qu'il y a des choix qui sont faits par les modernisateurs de garder une agriculture familiale. Enfin, je mets bien des guillemets parce qu'on est bien dans un processus industriel, mais dont les décideurs décident qu'il sera porté, ce processus industriel, par les agriculteurs, l'agriculture familiale. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. On en est sorti, mais à l'époque, c'était ça. Et donc, on garde le terme élevage, et puis effectivement, élevage industriel. Voilà. Alors que, effectivement, ça ne peut pas être les deux. Il y a tout un tas de choses, effectivement, comme ça, qui sont même liées au travail aussi. Parce que, par exemple, dans une porcherie industrielle, on parle de maternité, pour désigner un bâtiment où les truies sont encagées avec des petits sur lesquels elles ne peuvent pas intervenir, etc. Ou de soins au porcelet. Quand on va couper les dents des porcelets, ou leur couper la queue, ou les castrer, voilà, ça s'appelle soins au porcelet. Enfin voilà, il y a le vocabulaire de l'élevage qui est conservé, mais avec des objectifs tout à fait différents, quoi. Oui, c'est vraiment l'euphémisation de la langue pour masquer la violence voilà, et qui doit servir aussi aux gens qui y travaillent d'ailleurs. Enfin, parce que ça ne doit pas être simple non plus de travailler dans ces grandes usines. Enfin, il y a aussi une violence pour les travailleurs qui donc n'ont plus de lien aux animaux, mais qui effectivement sont coupés, font une tâche répétitive. Dont les mots masquent en effet la violence. Alors, pour reprendre sur cette question du vocabulaire, il y a d'autres mots. Alors là, vous avez parlé plutôt de l'euphémisation des termes, mais il y a d'autres termes qu'on entend beaucoup dans les débats publics et qui ne sont pas si évidents que ça. Enfin, j'aimerais que vous reveniez sur leur définition, parce que finalement, eux aussi donnent lieu à certains malentendus. Alors, j'en prends quelques-unes comme ça. La cause animale, par exemple. La cause animale, les welfaristes. Alors on va essayer déjà d'expliquer ce que c'est en première lecture de manière littérale et puis qu'est-ce que ça peut sous-entendre. Les réformistes, les véganes. Alors ça, on est plus dans un vocabulaire, on va dire, militant, mais justement, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça sous-tend soit comme réalité, soit comme enjeu, soit comme débat. Alors peut-être on commence par cause animale, le plus... Enfin, répondre à cause animale, ça revient à répondre à l'ensemble, parce que on est dans un champ qui mêle à la fois les théories philosophiques, théories éthiques, notamment le plus connu, par exemple, Peter Singer, avec son livre Libération animale, mais aussi Tom Regan ou Gary Francione, qui sont trois têtes de pont des théories. Peut-être on peut même rappeler un petit peu... Peter Singer, c'est un des pionniers de la libération animale, avec son livre qui est apparu en 1975 aux États-Unis, qui s'appelle Libération animale, qui a été traduit en français en 1993, dans lequel il soulignait, il mettait en évidence l'injustice de traitement des animaux par les humains et le fait que on était spéciste, c'est-à-dire qu'on accordait une valeur plus haute à notre espèce plutôt qu'aux autres espèces, et donc ça, c'était faire preuve de spécisme, et donc le spécisme, c'était la cause de toutes nos relations perverties aux animaux, dont il fallait sortir. Alors, Peter Singer, comme les autres, envisagent les relations de travail avec les animaux d'une manière tout à fait... Du point de vue de l'industrie, quoi. Il n'y a rien chez Peter Singer ni chez les autres théoriciens qui parlent d'élevage. C'est-à-dire que même si, j'ai eu récemment l'occasion d'échanger avec Gary Francione, c'est un rejet tout de suite pour dire, mais de toute façon, ok, vos petites fermes, tout ça, on tue les animaux quand même. Donc en fait, le bloc qui rassemble tout ça, c'est la mort des animaux, c'est le fait qu'on tue les animaux et qu'on n'a pas à les tuer parce qu'on n'est pas supérieur ou quoi, on n'a aucune raison, sauf si on fait preuve de spécisme, de tuer les animaux, de s'arroger le droit de tuer les animaux. Tom Regan, il a une entrée plus morale, plus philosophique, sur le fait que les animaux sont sujets d'une vie, etc. Et Francione a une entrée plutôt juridique sur la propriété, c'est-à-dire le fait que les animaux ne sortiront pas de leurs conditions tant qu'ils seront
appropriables. Voilà, donc c'est en fait c'est 3 grands. Et tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la cause animale, c'est-à-dire à la fois la cause donc, du point de vue des théories et du point de vue concret du militantisme. C'est-à-dire voilà, ça s'articule avec des associations extrêmement nombreuses qui défendent entre guillemets les animaux à partir de ces théories-là, donc des théories antispécistes qui mènent logiquement au véganisme, puisque si on ne veut pas s'approprier les animaux, les tuer et s'en occuper en rien, eh ben, on doit devenir vegan, effectivement, c'est-à-dire ne plus rien avoir à faire avec les animaux, pas manger de produits animaux, évidemment, pas porter de cuir, pas manger de miel, pas porter de laine, voilà, ne rien devoir aux animaux. Et enfin, c'est l'aporie que je remarque chez tous les véganes, normalement, en toute logique, ils ne devraient pas non plus avoir d'animaux de compagnie. C'est quand même, là, c'est le bas qui blesse chez les véganes, c'est le fait, et Gary Francione le premier, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'il c'est vraiment une personne qui défend le véganisme, mais qui articule sa défense du véganisme pour des raisons morales, hein, c'est vraiment moral, il est vraiment sur des arguments moraux, avec une tolérance envers le fait d'avoir des relations avec un animal de compagnie, même plus loin, il encourage les véganes à aller chercher des chiens dans les refuges. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment une aporie du véganisme. Et donc voilà. Et donc parallèlement à ça, il y a effectivement 2 grands courants, enfin qu'on appelle les welfaristes, dans ces défenseurs de la cause animale. Les welfaristes, c'est dérivé de l'animal welfare, donc du bien-être animal, c'est-à-dire c'est les gens, pas mal d'associations comme le CIWF, la Ligue française des droits de l'animal, voilà, des associations de ce genre qui travaillent à améliorer les conditions de vie des animaux aujourd'hui. Enfin, ils ne font pas des grands plans sur la comète, ils travaillent à changer les lois, voilà, beaucoup au niveau européen, à améliorer les conditions de vie des animaux dans les systèmes actuels, c'est-à-dire notamment dans les systèmes industriels, en promouvant plus ou moins l'élevage comme alternative à l'industrie, mais surtout voilà, avec l'argument que bon, ces animaux ils sont dans ces systèmes industriels aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui qu'il faut les aider. Globalement, il y a une tendance dans ce mouvement welfariste quand même à être plutôt à tendre vers l'abolitionnisme. Et l'abolitionnisme, c'est justement le courant de Gary Francione, c'est l'abolition des relations de domestication avec les animaux. Il faut bien entendre abolition des relations de domestication et pas seulement abolition de la violence industrielle envers les animaux. Ça, c'est quelque chose qui est assez dissimulé dans les associations, de laisser penser que finalement ce qui s'agit de changer, c'est la violence industrielle envers les animaux, mais que nos relations aux chiens, aux chevaux et tout ça, bon, on verra plus tard. En fait, dans les projets animalistes et depuis Peter Singer, c'est la domestication, la relation domestique avec les animaux qui est le crime originel de l'humanité. Voilà. On a domestiqué les animaux il y a 10 000 ans, on a eu tort, parce que depuis, on se les a appropriés, on les a modifiés, on les a, les pauvres, voilà, etc. Et donc voilà, ces 2 grands, les welfaristes, c'est un mouvement réformiste, effectivement, réformisme, mais quand même qui est très lié au mouvement abolitionniste, et puis le mouvement abolitionniste radical, assez en fait caché derrière la critique des systèmes industriels. Alors, je pense à L214 notamment, qui est un mouvement, qui est une association abolitionniste, donc qui milite contre la domestication des animaux, mais qui ne l'affiche pas, voilà, comme ça dans son. Enfin, c'est très. Il faut voir que enfin, c'est ce que je montre dans Cause animale, c'est des rapports de force, à la fois contre l'industrie, contre les différentes positions de la cause animale, évidemment, avec les éleveurs. Parce que la cause animale, enfin ce que je dis dans Cause animale, cause du capital, à mon avis, elle ne défend pas la cause des animaux. Voilà. En fait, c'est ça votre grande singularité, c'est que vous avez une position difficile à tenir, parce que non radicale, enfin, parce que justement... qui se situe à un endroit de la réflexion, finalement, qui est un peu recouverte par les radicalités. Alors, d'un côté, on a effectivement l'industrie animale, dont on peut facilement entendre les critiques, enfin, sur lesquelles on peut facilement entendre les critiques, le mal-être animal, la violence faite aux animaux, l'abattage industriel, et ça, bon, ça, très clairement, vous positionnez contre. Mais de l'autre côté, vous n'êtes pas non plus du côté de la cause animale, des véganes, etc., qui sont ceux auxquels on attribue de manière assez facile et rapide
en tout cas dans la presse, on va dire, pour le dire rapidement, auquel on attribue justement cette critique de l'élevage industriel. C'est-à-dire qu'on a l'impression dans le champ du débat aujourd'hui qu'il y a d'un côté l'industrie animale, en gros, et de l'autre côté, ceux qui la combattent, à savoir ceux qui sont pour la cause animale, enfin, et qui donc seraient les plus à même de critiquer le système industriel et capitaliste. Or, entre ces deux positions, qui sont évidemment très marquées, puisqu'elles sont visibles, elles sont faciles à comprendre, hein, toute radicalité est toujours facile à comprendre, entre ces deux positions, il y a une position tierce qui me semble être tout à fait passionnante et intéressante, mais qui est difficile à tenir, qui est justement celle de la revendication d'un élevage au sens propre, c'est-à-dire qui ne condamne pas le fait de manger de la viande. Et c'est vrai qu'on entend aujourd'hui très facilement, enfin moi je suis assez fascinée par ce discours un peu lancinant qui consiste à dire bah, maintenant il faut manger bio et donc ne plus manger de viande, etc. Ben, on peut tout à fait agir contre la crise, enfin, pour en tout cas se battre contre la crise climatique et le réchauffement climatique tout en mangeant de la viande. Ça n'est pas du tout incompatible. Mais cette voie, cette solution-là, n'est pas très entendue, il me semble. Et vous en êtes l'une des porte-paroles et même pionnière d'une certaine manière. C'est pour ça que j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce difficile chemin, ce chemin vraiment ténu, qui consiste justement à la fois à critiquer d'un côté l'exploitation industrielle et le système capitaliste dont on voit qu'il a transformé les animaux en choses, enfin en stuc, enfin, voilà, bon. Et de l'autre côté, un autre discours, alors que vous critiquez, alors notamment dans Cause animale, cause du capital, qui est donc le discours de la cause animale, et dont vous montrez qu'il n'est pas si loin des méthodes capitalistes, enfin, et même des modes de production capitalistes qu'il dénonce, à travers notamment la recherche de la viande in vitro et des nouvelles technologies qui consisteraient à essayer de produire de la viande sans viande, quoi. Enfin, de produire de la viande sans chair, de produire de la viande sans tuer. Et on va revenir sur la question de la mort, hein, parce qu'elle est centrale. La question de la mort, c'est évidemment celle qui est au cœur de notre, du débat, quoi. Est-ce qu'on peut s'autoriser à donner la mort? Qu'est-ce que ça veut dire donner la mort? Est-ce que ne plus donner la mort, ça veut dire aussi ne plus être en contact avec les animaux, puisque c'est ce que vous venez de démontrer, c'est-à-dire la conséquence ultime de ne plus donner la mort, ben, c'est de ne plus avoir aucun contact de ce fait avec les animaux. Et donc, en effet, bon, voilà, cette troisième voie est difficile à tenir, donc je voudrais qu'on y revienne un petit peu, et peut-être développer cette complicité, en tout cas que vous montrez, entre la critique d'un capitalisme qui produit justement de l'exploitation animale, mais aussi d'un capitalisme qui cherche les solutions sans vraiment sortir du système, finalement. Oui, ben comment éclairer ça, je vais revenir sur pourquoi j'ai écrit Cause animale, cause du capital, justement. C'est que je me suis étonné, enfin, parce que moi-même, je travaille depuis 30 ans à décrypter les systèmes industriels, à écrire contre. J'ai écrit beaucoup de bouquins, j'ai aussi fait des films avec des cinéastes. Enfin, vraiment, depuis 30 ans, je m'acharne à dénoncer ces systèmes industriels, à défendre l'élevage, parallèlement, les deux à la fois, mais à dénoncer ces systèmes industriels. Voilà. Et bon, voilà, il ne se passait rien. Enfin, quels que soient les bouquins que j'écris, j'en ai écrit Comme la mort n'est pas notre métier, qui est vraiment quand même assez éclairant sur la violence des systèmes industriels et ce qu'ils portent, voilà, du point de vue du travail et de nos rapports à la vie, en fait, en tant que société. Et en fait, voilà, il ne se passait rien. Et il y a depuis 5 ans, les grands journaux, les grands médias, la télé, des documentaires, et tout ça éclaire la violence industrielle. Et donc, en fait, je me suis dit, enfin, c'est bien que la violence industrielle soit dénoncée, c'est bien qu'on se rende compte de ce que vivent les animaux dans ces systèmes. En même temps, il y a la critique, mais il n'y a pas l'alternative proposée. Mais je me suis dit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, alors que ça fait... voilà, depuis l'après-guerre, parce que ces systèmes ont été mis en place concrètement. Bon, au XIXe siècle, ils ont été pensés, et dans les années 50, ils ont été mis en acte concrètement. Par exemple, Ruth Harrison a écrit un livre qui s'appelle Animal Machine en 64 en Angleterre. On est en 64. Elle dénonce les systèmes industriels. Ça a été suivi par d'autres livres, etc. Mais en 64, on savait déjà ce que c'était que ces systèmes industriels.
Et donc, je me suis dit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi Le Monde, d'un seul coup, il fait une pleine page sur les animaux? Pourquoi Libération a fait une pleine page sur les animaux? Pourquoi tous ces gens qui ont mon âge ou plus découvrent les systèmes industriels? Enfin, et avec un grand coup de prosélytisme, voilà, du nouveau converti. Oh là là, les pauvres animaux, les pauvres animaux. Mais je me suis dit, mais enfin, les pauvres animaux, où est-ce qu'ils regardaient avant ces gens? Voilà, je me suis dit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Donc j'ai cherché, pourquoi maintenant? Et pourquoi maintenant? Enfin là, voilà la réponse que je propose, enfin, la proposition que je fais, c'est que ce pourquoi maintenant, il arrive parce que la critique des systèmes industriels, aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans, oui, encore plus il y a 20 ans, elle intéresse les acteurs économiques parce qu'elle a une alternative. Il y a aujourd'hui des alternatives. Alors que, par exemple, quand il y a 20 ans, je critiquais les systèmes industriels, si il y avait tout ce battage là, que font les journaux, les médias, etc., contre les systèmes industriels, on se serait dit, bah alors, oui, ces systèmes industriels, c'est vraiment horrible, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a 20 ans, on refait de l'élevage paysan, point barre. Il n'y avait pas d'autre solution, c'est-à-dire, il n'y avait pas d'autre solution. Si on ne produit pas les animaux, ben on les élève comme les éleveurs savent faire, et puis bon, voilà, en installant des paysans, enfin, en faisant tout ce qu'on aurait pu faire, et qui n'a pas évidemment été fait, parce que justement, il n'y avait pas... Voilà, parce que pourquoi l'élevage paysan n'intéresse pas, par exemple dans les années, admettons, 70-80, les décideurs politiques? Ben, parce que l'élevage paysan, ça ne rapporte rien aux actionnaires. C'est complètement en dehors du système capitaliste. Les éleveurs paysans, leur but, c'est d'être autonomes, de vendre localement, de choisir leur race animale, de ne pas médicamenter leurs animaux, de ne pas acheter de l'aliment du bétail. Enfin, vraiment, les actionnaires n'ont aucun intérêt à développer l'élevage paysan. Et donc, voilà, ma proposition, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de critique de système industriel jusqu'à récemment, parce que l'alternative logique au système industriel, elle n'intéresse pas le monde économique. Voilà, et donc, silence absolu sur ces sujets. Mais depuis 5 ans, effectivement, ça fait plus, en fait, ça fait depuis plus d'une dizaine d'années qu'il y a l'émergence de l'agriculture cellulaire, c'est-à-dire la production de produits animaux sans les animaux à partir de cellules et d'incubateurs, etc. Enfin, l'innovation actuellement portée par les start-up des biotech. Là, c'est une alternative en fait, qui poursuit, c'est ce que je raconte dans Cause animale, cause du capital, qui est bien dans le fil de ce qu'il y avait précédemment. C'est-à-dire, pour les zootechniciens du 19e, il s'agit, et pour ceux du 20e, il s'agit de produire de la matière animale à partir des animaux. Au 21e siècle, on dit, là, cette production de matière animale à partir des animaux, elle est mauvaise pour le changement climatique, elle est mauvaise pour les animaux, elle est mauvaise pour les gens. Et il faut arrêter ça, et ça tombe bien. Maintenant, on sait faire autrement. On peut produire la matière animale sans les animaux. Alors, c'est encore au stade expérimental, mais je vous engage à regarder tout ce qui s'écrit là-dessus. Il y a des sommes énormes investies dans cette innovation parce qu'elle est portée par des milliardaires, des fonds d'investissement, enfin voilà, tous ces gens qui ont une masse d'argent dont ils ne savent pas quoi faire. Évidemment, on retrouve beaucoup la Silicon Valley. La Silicon Valley, voilà. En fait, c'est le capitalisme numérique. En fait, on est passé du capitalisme industriel au 19e au capitalisme numérique aujourd'hui. Et ce que je souligne dans Cause animale, cause du capital, c'est qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est les banquiers, les industriels, les scientifiques qui changent leur logiciel, on va dire, de production de la matière animale. Et alors avec un acteur nouveau, c'est pour ça que mon livre s'appelle Cause animale, cause du capital, avec un acteur nouveau qui est la cause animale. C'est-à-dire que voilà, il y a la science, il y a l'industrie, il y a l'argent, et puis en soutien de ces innovations, il y a la cause animale. Alors c'est pas nouveau parce qu'en 2008 déjà, PETA, la grosse association de défense des animaux américaine, elle proposait $1 million aux labos qui feraient de la viande in vitro de poulet. Voilà, c'était en 2008, donc ils avaient donné un délai en 2012, je crois. Donc ça fait un moment que les tenants de la cause animale s'intéressent à l'agriculture cellulaire. Pourquoi? Évidemment parce que, puis on le voit je cite des défenseurs des animaux dans cause animale, c'est-à-dire que en fait ces défenseurs des animaux ont bien conscience que le véganisme c'est pas la solution planétaire, que voilà, on va pas rendre tout le monde végane, d'abord parce que tout le monde
ne seraient pas en bonne santé en étant véganes. En plus, ça causerait des problèmes énormes du point de vue de la santé. Enfin bref, ils savent bien que là, face à que l'alternative du véganisme, elle n'est pas plausible du point de vue de la nourriture des populations. Voilà, ça peut concerner des gens, les gens peuvent choisir ça, mais ce n'est pas une solution qui permettra non seulement de sortir des systèmes industriels, mais aussi de sortir de l'élevage quand même, parce qu'évidemment, ils ne font pas de différence. Et donc, voilà, depuis 2008, en fait, les tenants de la cause animale soutiennent cette alternative biotech, et en fait, de plus en plus clairement. Quand j'ai écrit Cause animale, cause du capital, c'était assez caché, c'était pas officiel, c'était pas... Voilà. Depuis, c'est très officiel pour toutes ces associations. C'est de Gaïa en Belgique, qui a un site particulier viande cultivée. Voilà, on clique sur son site, on clique sur le site défense des animaux, voilà, et hop, on a un lien vers viande cultivée, comment réconcilier les amis des animaux et les mangeurs de viande. Et puis, L214, par exemple, dans tous ces livrets d'éducation, qui dit que voilà, les alternatives à la violence industrielle, c'est les alternatives à l'élevage, ils ne disent pas les alternatives à l'élevage qui polluent, qui rend les animaux malheureux, etc. C'est l'alimentation végétale et la viande in vitro. Et la viande in vitro, ils la mettent en premier, d'ailleurs. Alors, c'est un processus, en fait, qui est terrible, parce qu'on passe d'un rapport de travail aux animaux qui a exclu les animaux, qui les a transformés en choses, qui les a sortis du travail, qui nous a coupé complètement de relations avec eux, à un système qui va nous en couper encore plus, puisque du coup, ils vont carrément disparaître. Il va rester une vache dans un labo qui va fournir des cellules, enfin, une vache expérimentale, en fait. Et voilà, et avec une cellule, là, non, ils en sont à faire 80 000 hamburgers, quoi. Donc on est, c'est vraiment. Alors c'est une solution qui est défendue. Enfin, même j'ai participé dans justement Le Monde ou Libération, je ne sais plus, à un débat avec un partisan de cette innovation. Voilà, la raison, c'est qu'on ne va plus tuer les animaux et qu'ils ne vont plus être malheureux. Ils ne vont plus exister, mais voilà, est-ce qu'on est malheureux de ne pas exister Non, voilà. C'est effectivement une démonstration radicale. Alors justement, venons-en à ce point précis, puisque au fond, c'est toujours vers ça que le débat se ramène, et qui est une question, pour le coup, à la fois... sociale, politique, métaphysique, existentielle, qui est celle de la mort. Puisque finalement, si on conclut de tous les développements que vous venez de faire, c'est que la seule manière de garder un lien aux animaux, c'est de les tuer. Alors, c'est un raccourci, bien sûr, qui paraît peut-être scandaleux, mais il n'empêche que la seule manière d'être en lien avec les animaux, c'est de continuer l'élevage. Mais qui dit continuer l'élevage, dit à un moment donné la mort. Alors, qu'est-ce que vous faites de ça ? Enfin, je vais reprendre ce que je dis dans Vivre avec les animaux, c'est que, alors, élargir la question de l'élevage à nos relations aux animaux domestiques, parce que c'est bien l'animal domestique qui pose problème. Alors, plus l'animal de ferme, parce que lui, il rentre dans notre alimentation, mais c'est la même problématique pour les chiens ou les chevaux. C'est des animaux domestiques, ils sont appropriés. Je vais par exemple dire, est-ce que le but de la relation avec un chien, c'est de l'emmener chez le vétérinaire pour euthanasie ? Non, si on dit, moi j'ai une chienne, je dis le but de ma relation avec elle, c'est pas de l'emmener chez le vétérinaire pour l'euthanasier quand elle sera vieille. C'est pas le but, mais ça sera le bout. Je le sais, fort probablement. Enfin, et tous, si on a des chiens ou des chats, on sait bien que le bout de la relation, finalement, c'est l'euthanasie. C'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est la relation. Et c'est pareil avec les animaux de ferme. Le but de la relation, c'est pas l'abattoir. Le but, c'est la relation. C'est la relation pour la relation. Et mes recherches ont montré que la première des rationalités dans le travail en élevage, c'est la relation. Et donc le bout, oui, le bout, c'est l'abattoir pour certains animaux, parce que, pour différentes raisons. Pour faire court, la première des raisons, c'est qu'un système d'élevage, c'est un système fini. C'est-à-dire on a tant d'hectares, sur ces tant d'hectares, on a tant de vaches. Si on donne une vie libre aux animaux, si les vaches elles sont avec un taureau, elles font ce qu'elles veulent, elles font des veaux, même si elles sont à la traite, etc.,
on ne peut pas garder tous les animaux. Mais c'est ça que disent les éleveurs. Enfin, puis, je pense que ce n'est pas pris très au sérieux quand les éleveurs disent on ne peut pas garder tous les animaux, mais c'est quand même exactement ça. On ne peut pas garder tous les animaux. Donc je pense que dans un processus historique comme ça, petit à petit, on s'est dit on ne peut pas garder les animaux, on va les consommer au lieu d'aller chercher ailleurs. Enfin, je ne sais pas. Et puis, donc il y a le fait que c'est un système fini, donc que la mort, elle est nécessaire dans ce système fini. Mais on peut étendre à notre Terre, justement, puisqu'on parle de la Terre. Si on devenait tous immortels, là, comme veulent les transhumanistes, là, mais on mourrait tous, en fait. La mort, elle est nécessaire dans un système fini. Pour qu'il y ait des enfants qui naissent, il faut qu'il y ait des vieux qui meurent. Pour qu'il y ait des veaux qui naissent, il faut qu'il y ait des vaches qui meurent, ou que les veaux eux-mêmes... Enfin, voilà. Ça, c'est une raison. Après, l'autre raison... c'est une raison intuitive, basique, voilà, qu'on entend dire par les éleveurs, voilà, de manière voilà, spontanée. Et puis l'autre raison très forte, évidemment, c'est l'alimentation humaine. C'est le fait que les produits animaux ils sont nécessaires, qu'en disent certains, à la santé. Voilà. Même si, à titre individuel, une personne peut se passer de produits animaux et être végane, enfin, je rappelle quand même, oui, il y a 0,3% de véganes, et c'est un chiffre très, très durable, en fait, avec probablement un turnover dans la population végane. C'est une ascèse, enfin j'ai un collègue qui a travaillé sur ce sujet, c'est une ascèse d'être végane. En fait, voilà, il faut surveiller son alimentation, etc. L'alimentation à base de produits animaux, en fait, elle nous donne à la fois une santé correcte, si évidemment on ne mange pas de la viande tous les jours, et surtout si on ne mange pas de la mauvaise, ou des produits animaux. On a la chance d'avoir une alimentation correcte et d'avoir des liens avec les animaux en même temps. Voilà, je sais pas si... Mais du coup, la mort, elle fait partie, la mort des animaux, quand on est éleveur, elle est pensée dans le travail dès le début de la relation. On n'a pas la même relation, par exemple, avec une vache laitière qu'avec le veau, qui naît dans le cadre de la production de lait. C'est l'élevage, mais des anthropologues l'avaient montré avant moi, c'est une articulation entre proximité et distance. Voilà, on garde... Ça n'empêche pas de s'occuper bien des animaux. Moi, j'ai été éleveuse de brebis, je faisais naître des agneaux. Je m'occupais bien des agneaux. Je faisais tout ce que je pouvais pour eux, mais à un certain âge, le plus tard possible d'ailleurs pour moi, le Seigneur venait tuer mes agneaux. Et je les vendais, etc. Par contre, avec mes brebis, c'était pas tout à fait pareil. Mes brebis, elles avaient un nom, etc. Et par exemple, je connais des éleveurs, là, leurs vieilles brebis, ils les mettent à la retraite. Voilà, ou des vieux chevaux, ou des vieilles vaches. Enfin, j'anime un projet actuellement sur la retraite des animaux. Voilà, c'est des choses... c'est pas facile, je veux dire, c'est pas facile à la fois de décider de tuer un animal. Pour les éleveurs avec qui je travaille, c'est toujours compliqué. C'est pas une décision facile, parce qu'on sait bien que c'est pas bien de tuer un animal. Si on est dans l'ordre du bien et du mal, non, c'est pas bien. C'est pas bien, mais il n'y a pas de solution. La solution, voilà, c'est de plus manger de produits animaux. Mais alors, qu'est-ce qu'on mange? Voilà, parce qu'on pourrait décider ça tous collectivement, effectivement, de dire on n'élève plus les animaux parce que c'est mal de tuer les animaux. Mais voilà, qu'est-ce qu'on mange? Comment vous comprenez cette espèce de glissement qu'il y a eu entre une juste colère qui a donné lieu à une critique d'un système d'exploitation industrielle à un refus de la mort, comme si aujourd'hui la question de la mort était quasiment tabou. Il y a quelque chose de quasiment anthropologique, j'ai l'impression, qui fait qu'on pourrait imaginer une vie sans mort, parce que quelque part il y a cette idée un peu qui plane à l'horizon de la cause animale. Comment comprendre ce qui était de l'ordre d'une juste critique et qui a basculé vers la négation du tragique, quoi, enfin la négation de la condition humaine et animale? Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse à ça, mais peut-être que vous avez quand même une... C'est vrai que ça renvoie à une négation de la mort plus générale. C'est vrai, la mise à distance de la mort dans nos sociétés, c'est occidental, ça va avec, c'est-à-dire refuser la mort
des personnes âgées voilà, reléguées dans les lieux invisibles. Et puis, voilà, pareil pour les animaux. Enfin, je pense qu'effectivement, notre société, on a un problème avec la mort. Mais c'est peut-être aussi, et voilà, c'est un enjeu, enfin moi je pense que c'est un enjeu d'éducation des enfants et des jeunes de se réconcilier avec la mort. Je dirais pas ça, la mort c'est moche, enfin je veux dire, moi je suis pas fanatique ni des abattoirs, ni de... Non, la mort c'est pas sympa du tout, mais c'est la condition de la vie. Enfin, il n'y a pas de vie sans mort en fait. Tout ce qui vit meurt, et tout ce qui meurt, bah, c'est que c'était vivant. Voilà, c'est pour ça que la viande in vitro, c'est une abomination. C'est que c'est ce que je décris dans, je ne sais plus quel livre, c'est du mort-vivant. C'est-à-dire c'est du vivant biologique. Oui, une cellule qui se reproduit, c'est vivant, mais c'est du mort subjectif. C'est-à-dire il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'affect, pas de subjectivité, pas de relation. C'est rien, c'est mort, quoi. C'est mort, justement, c'est mort parce que ça n'est pas vivant. Enfin, c'est déjà mort. Ça n'a pas à mourir, parce que c'est déjà du mort, c'est de l'inerte, quoi. C'est du mort vivant, en fait. Moi, je pense que c'est la définition du mort vivant, le vivant biologique. Parce que la vie, c'est ça, c'est les affects, la subjectivité, enfin, comme décrit Michel Henry, c'est la vie, voilà. C'est la subjectivité, les affects, la vie vécue, quoi, la vie ressentie. Ce qu'on vit avec les animaux. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'entre les images, l'abattoir et tout ça qu'on peut voir sur Internet, et par exemple, dans le cas de ce que je défends, l'abattage à la ferme, un abattage à la ferme, mais il n'y a rien, c'est absolument pas la même chose. Assister à un abattage, participer à un abattage, c'est la vie, voilà, c'est la vraie vie, c'est-à-dire c'est la vie avec toutes ses composantes affectives, tous les sens, quoi, les odeurs, le toucher, voilà, le temps, la pluie, le soleil, enfin tout ce qui fait la vie, quoi. Et du coup, et puis voilà, toute la relation qu'on a avec l'animal au moment on lui donne la mort quand même. C'est ce que veulent les éleveurs. Moi, je défends l'abattage à la ferme depuis, avec un éleveur, on a créé une association qui s'appelle Quand l'abattoir vient à la ferme. On défend cette possibilité depuis voilà, un bout de temps. Parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs, justement, qui ne veulent pas emmener leurs animaux dans les abattoirs industriels et donc qui abattent actuellement clandestinement. Enfin, parce que clandestinement, c'est le terme des vétérinaires. En fait, qui abattent à la ferme, voilà, et qui distribuent leurs produits à leurs consommateurs qui sont bien au courant de ce qu'ils font et qui sont d'accord avec. Ça pose des problèmes, évidemment, à la fois de développement du système d'élevage, parce que du coup, on ne peut pas vendre aux restaurateurs, on ne peut pas vendre sur les marchés, on ne peut pas vendre dans une AMAP, on peut vendre que sous le manteau, en fait. Et donc, on a créé cette association avec un éleveur qui s'appelle Stéphane Dinard, qui est en Dordogne, qui n'est pas loin, et voilà, lui, il abattait comme ça, et donc on s'est dit, c'est quand même pas normal c'est quand même pas juste que c'est les éleveurs que ce soit les éleveurs qui font le meilleur travail, qui ont des engagements moraux avec les animaux, qui les respectent, et que ce soit eux qui risquent 6 mois de prison et 20 000 euros d'amende ou 15 000 parce qu'ils abattent leurs animaux à la ferme, alors que dans les systèmes industriels, on abat qui est mieux, ni vu ni connu, dans ces bâtiments fermé avec tous les outils les pires. Je passerai la description, mais c'est vraiment ignoble. Et voilà. Mais donc on s'est dit, il faut sortir, il faut donner le choix aux éleveurs, que des éleveurs, surtout des petits éleveurs, ils ont vraiment pas beaucoup, ils tuent vraiment très peu d'animaux. Donc voilà, si un camion ou un équipement venait à la ferme, ça serait très bien. Donc voilà, il y a il y a la question de la mort, assumer la mort, je pense, des animaux. Et puis il y a quand même transformer les choses par rapport aux sentiments des gens et puis de nos concitoyens, des consommateurs. Voilà. Voilà. Par exemple, quand on mange du fromage de chèvre, c'est que les éleveurs ont donné naissance à des chevreaux. Les chevreaux, qu'est-ce qu'ils en font ? Actuellement, ils n'en font pas grand-chose, alors qu'ils pourraient créer des filières de production de chevreaux lourds, donc une espérance de vie quand même qui ressemble à quelque chose, et puis que les gens mangent du chevreau. Je pense que beaucoup d'éleveurs le disent. Si vous mangez du fromage de chèvre, mangez du chevreau.
Mais c'est compliqué, évidemment. C'est pas comme de dire ah bah c'est mal de tuer, vous ne mangez plus rien. Mais mangez plus rien, mais on voit bien que c'est pas possible de ne plus manger de ne plus manger de produits animaux, et que la solution elle est pire que le fait de tout reprendre à zéro dans nos relations et de repenser la place de la mort et de la vie et la place du travail. Alors justement, deux choses. Cette question, enfin, de l'abattage, vous avez écrit une tribune assez récemment sur justement l'abattage administratif, entre guillemets, c'est-à-dire les décrets administratifs qui enjoignent un éleveur de tuer tout son troupeau parce que il y a une maladie. Alors la dernière en date, c'est comment ça s'appelle le singe, non, c'est comment ça s'appelle, la fièvre, la grippe aviaire. Voilà, la variole du singe. Mais ça peut être, enfin bon, voilà, on sait comment des élevages entiers peuvent être abattus parce que l'une des bêtes a contracté une maladie. Alors, est-ce que vous pourriez revenir juste là-dessus avant de reprendre cette question du travail qui, à mon avis, est centrale, et puis après, on ouvrira aussi le débat à l'Assemblée. Sur les maladies, c'est clair que les systèmes industriels, c'est des générateurs de microbes, de virus, etc. Et ça, pour la filière porcine industrielle, sur quoi j'ai travaillé très longtemps, parce que c'est une filière qui est née vraiment dans les années 70, qui a engrangé des tonnes de chiffres d'informations. Donc c'est une filière vraiment, on peut absolument observer son évolution et ce sur quoi ils ont travaillé, etc. Et donc, en fait, on s'aperçoit que depuis les années 70, où il y a eu le plan de rationalisation de la production porcine, c'est-à-dire où les décideurs ont décidé que c'était fini, les fermes avec 3 cochons dans toute la France, qu'on allait tout rassembler, on allait faire de l'industrie. Et donc, voilà, aujourd'hui, on en est à 800 ou 1000 truies par exploitation pour que ce soit à peu près viable. Et donc, effectivement, quand on enferme les animaux, dès le début, ce contre quoi ils ont lutté, c'est les maladies. Les maladies, les microbes, les virus. Et donc, voilà, quand on lit toute la littérature de cette filière, on s'aperçoit que voilà, ça n'a pas cessé et ça ne cessera pas. On met les animaux dans des conditions contraires à la vie, forcément, la vie se défend et puis tous les animaux ont la même génétique, ils mangent la même chose. Enfin, dès qu'il y a un virus, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul animal. Ils meurent tous, quoi. Enfin, ils sont tous touchés. Ils n'ont plus de système immunitaire. Enfin, c'est absolument contre la raison. Enfin, on a peine à croire que des gens décident de faire des trucs comme ça, alors que c'est... Mais ça rapporte beaucoup à beaucoup, donc voilà. Et, enfin, le pire, c'est quand même en Chine, c'est vrai, je pense, où là, il y a carrément des sites avec un nombre de truies incroyable, des quarantaines pour rentrer dedans, des vides sanitaires. Enfin, moi, quand j'ai travaillé dans les porcheries industrielles, puisque j'ai travaillé dans les années 90, pour rentrer dans le bâtiment, il fallait prendre une douche, les cheveux, une douche, voilà, rentrer dans le bâtiment, travailler dans le bâtiment, ressortir du bâtiment, redouche avant d'aller dans un autre bâtiment, ou alors partir manger, redouche. Donc on peut prendre 5 douches, et c'était, voilà, en 90. Là maintenant, c'est plus que 5 douches, c'est sûr. Ils doivent passer leur temps à se frotter la peau pour. Et donc voilà, c'est la raison sanitaire, en fait. Voilà, Alors après, c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que, enfin, il y a différentes maladies. Il y en a 2 actuellement. La grippe aviaire, là, qui est effective en France et qui a généré l'abattage de millions de volailles, dont beaucoup de volailles qui étaient absolument pas malades, d'éleveurs paysans. C'est-à-dire, si vous avez dans un coin des bestioles, il n'y a que dans les systèmes industriels qu'a été déclarée cette grippe aviaire. Il n'y a aucun système d'élevage paysan qui l'a eu. N'empêche que on abat toutes les bestioles qui sont dans un système industriel frappé par la grippe aviaire, et on abat autour d'un périmètre, je ne sais plus lequel, des bestioles qui sont absolument pas malades, et dont l'éleveur, par exemple, peut-être éleveur plein air, donc il y a évidemment des recours, notamment de la Confédération paysanne, tout ça, recours qui ont été rejetés d'ailleurs. Enfin voilà, c'est une bataille, mais c'est pour ça que je disais que c'est un rapport de force. C'est un rapport de force contre l'industrie, l'élevage paysan, c'est un rapport de force contre l'État. Parce que les décisions, tout ce processus est fait évidemment avec, non seulement avec l'accord, mais avec les décisions de l'État, en ce sens que ce soit pour la grippe aviaire, là,
Parce qu'il s'agit de protéger les exportations, en fait, hein, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison, encore plus avec la peste porcine africaine qui n'est même pas en France, mais on oblige des éleveurs de porc à rentrer leurs cochons en plein air dans des bâtiments. Mais ils n'ont pas de bâtiments en plus, c'est ça qu'il faut voir. Hein, c'est que quand on s'installe en élevage plein air, on ne construit pas des bâtiments, parce que le bâtiment, il sert juste aux animaux à dormir la nuit, quoi. Voilà. Puis hop, dès le lendemain, c'est pas des bâtiments faits pour qu'ils restent toute la journée. Donc, et puis pour ce qui concerne la grippe aviaire, par exemple, je le signale, mais je pense que vous le savez, c'est que depuis cette grippe aviaire, tous les animaux sont enfermés quand ils ne sont pas morts. Et donc nous, on achète, comme je le fais moi, des poulets plein air plus qui ont été enfermés, en fait. Donc ils n'ont pas vu le jour. Donc voilà. Et puis il y a un autre cas de figure comme ça dont je peux parler, c'est un troupeau de vaches en Haute-Savoie dont une vache l'année dernière a été détectée positive à la brucellose. Avec la vétérinaire et puis avec un comité de soutien, on a fait des pieds et des mains pour que parce que l'État a décidé d'abattre le troupeau illico presto de bêtes saines, enfin qui n'avaient rien. Donc on a essayé de montrer que justement elles étaient saines et qu'on pouvait attendre, on pouvait faire plus de prélèvements. Enfin voilà, les vétérinaires ont proposé plein de solutions pour vérifier qu'effectivement il n'y avait eu qu'un cas de brucellose, qu'il n'y en aurait pas d'autres, etc. À noter que la brucellose, elle n'est pas mortelle pour les humains en plus. Hein. C'est pas... Mais là aussi, pour que les fromages soient exportés, il faut que le pays soit indemne de brucellose. C'est vraiment tout sur l'exportation. Et donc, ils ont quand même abattu le troupeau, malgré tout ce qu'on a pu faire. Et donc, derrière les abattages, derrière tout ce qui se passe là, du point de vue sanitaire en élevage paysan, c'est en élevage paysan et en élevage industriel, parce que les gars qui ont, je ne sais pas, 3 bâtiments de 70 000 dindes, évidemment, s'ils doivent ramasser les dindes mortes, c'est horrible pour eux, quoi. Déjà, c'est un métier pas drôle de travailler là-dedans, mais si en plus, et qu'ils doivent déjà, de toute façon, tous les jours ramasser les morts, mais là, c'est vraiment énormément de bêtes mortes d'un coup, sans compter que là, récemment, les services sanitaires étaient débordés, donc il y a des éleveurs, des producteurs qui ont eu l'instruction pas écrite finalement de fermer l'aération des bâtiments. Voilà. Et donc, et après, le gars doit ramasser ces milliers de cadavres et aller les enterrer dans ces champs parce que il n'y a plus de place dans les systèmes d'équarrissage. C'est ça la violence industrielle et le poids de l'État là-dedans. Parce que c'est pas seulement, c'est des décisions, c'est nous, ils décident pour nous, quoi. C'est nous c'est nous qui avons élu. Mais ces gens qui font ça, quoi, qui décident de ça, alors évidemment, à la fois, c'est parce que tous ces abattages industriels, en fait, ça gêne pas la filière industrielle, hein, parce que ça fait produire à nouveau derrière plus de petits poussins, plus de petites pintades, plus de petites dindes, qui vont à nouveau remplir les bâtiments une fois la quarantaine passée. Donc ça ne les dérange pas outre mesure. C'est pas... Alors que les éleveurs paysans dont on a les bêtes, eux, ils sont dans des difficultés économiques énormes, et en plus, ils sont détruits d'un point de vue affectif, quoi. Parce que eux, ils s'attachent à leurs bêtes. Eux, ils leur ont fait des bonnes conditions d'élevage. Et ils ont des relations avec les consommateurs. Ils font tout bien comme il faut. Et ils essayent de... Et puis il y a l'État qui arrive chez eux, là, et puis qui leur bazarde leurs bestioles, sans qu'ils aient de soutien. En plus, c'est ça. C'est pour ça que moi, je défends l'élevage paysan avec autant de virulence. C'est qu'il a peu de défenseurs. Il y a peu de défenseurs parce qu'il y a justement cette incompréhension entre eux... cet élevage industriel dont il faudrait sortir. Mais pour sortir des systèmes industriels, il faut défendre l'élevage paysan, il faut développer l'élevage paysan. Si on veut sortir d'une situation calamiteuse d'un côté, il faut développer l'élevage paysan. Sinon, qu'est-ce qu'on mange? C'est ça. Et donc, en fait, au lieu de développer l'élevage paysan en ce moment, on le détruit. Voilà. Et puis, je pourrais citer d'autres exemples de processus de destruction de l'élevage paysan, qui a été entamé au XIXe siècle et qui risque de s'achever au XXIe.
La question qui est posée actuellement par toutes ces histoires, c'est est-ce qu'on veut vivre avec des animaux ou pas? Je pense que la réponse de la plupart d'entre nous, ça serait oui. Alors pourquoi ça serait oui? Qu'est-ce que nous apportent les animaux qu'on n'aurait pas sans eux? Et c'est vrai que la question du travail, elle est primordiale. C'est que déjà, d'abord, on travaille avec des animaux. On produit des choses. On produit des paysages, comme a dit monsieur. On produit des aliments, on produit des services. Par exemple, avec les chevaux, avec les chiens d'aveugles, les chiens de policiers, les chiens... Enfin, dans mon équipe, on a étudié beaucoup de métiers de chiens et il y en a effectivement beaucoup. Enfin, si on regarde un peu, le nombre de secteurs qui emploient des animaux, il est extraordinaire. Et alors, dans nos sociétés, mais alors dans les sociétés encore paysannes ou très paysannes, voilà, ben, c'est encore plus important, quoi. Les animaux ils font de l'attraction, d'ailleurs chez nous aussi, les animaux ils sont centraux dans bien des pays pour survivre déjà. Et puis nous, même si prétendument on n'a pas besoin de manger des animaux pour vivre, si, parce qu'on est au travail avec eux partout, et ce rapport alimentaire, il en fait partie. On produit des biens alimentaires avec les animaux, on produit des services, des fois on produit la même chose avec les deux. On produit du lait avec des vaches laitières qui elles-mêmes produisent un service d'entretien des paysages, ou avec les brebis, par exemple, dans les montagnes, où les éleveurs, à la fois, ils produisent des agneaux et ils entretiennent les montagnes pour que des skieurs après puissent venir faire du ski. Donc, ce rapport de travail, il est... c'est ce que je m'appuie sur des théories du travail qui le montrent, que le travailler, c'est produire, mais c'est pas seulement produire, c'est aussi se produire et vivre ensemble. Et pour certains théoriciens comme Christophe Dejour du travail, vivre ensemble, c'est la rationalité première du travail. Le travail, ça construit le lien social. Et donc, moi, ce que j'ai montré, c'est que c'est pareil avec les animaux. C'est-à-dire, je fais court, mais j'ai articulé les théories du travail et donc la place de la rationalité relationnelle du travail dans nos rapports de travail entre nous et avec les animaux, avec la théorie du don de Marcel Mauss, pour montrer que nos relations millénaires avec les animaux, en fait, elles s'articulent à la fois sur la question du travail, c'est-à-dire depuis des millénaires, on travaille avec des animaux, ils nous nourrissent, ils nous transportent, ils nous rendent plus intelligents, et puis, on est avec eux dans des rapports de dons, c'est-à-dire que voilà, le triptyque de Mauss, donner, recevoir et rendre. Ils nous donnent beaucoup, comme le disent tous les éleveurs, et nous, on essaie de leur rendre beaucoup. Ils nous redonnent beaucoup, on leur rend beaucoup. Voilà, et c'est l'industrialisation, en fait, a cassé à la fois ce cycle du don, en faisant en sorte qu'on ne rende rien aux animaux, on leur prend tout et on leur rend rien. Et donc c'est ça le problème moral, qui est derrière toutes ces histoires de cause animale, c'est le fait d'avoir rompu la théorie du don. Et donc, comme dit Mauss, si on n'est pas à la hauteur du don, on déchoit. Donc en fait, on n'est pas bien à l'aise dans nos baskets de ne pas être à la hauteur des animaux. Et puis de l'autre côté, la question du travail, qui est que travailler, ça ne se résume pas à produire. Et donc quand on est éleveur de brebis, on n'est pas éleveur de brebis pour produire du lait seulement ou pour produire de la viande seulement. On est éleveur de brebis parce qu'on aime les brebis, on aime travailler avec les animaux, on aime la nature, les brebis dans la nature. Enfin voilà, on a un rapport au monde qui est porté par le désir de vivre bien, de vivre heureux. C'est extrêmement fort dans le rapport aux animaux. La question du bonheur qui est complètement occultée du travail, vu l'état de nos rapports de travail dans les sociétés occidentales. Enfin, moi, je l'amène dans des discussions avec des psychologues du travail par la relation aux animaux. Qu'avec les animaux, j'ai fait un topo récemment là-dessus. Le plaisir au travail, c'est une chose, mais la question du bonheur, elle est bien plus importante. En élevage, ce qu'on veut pour les animaux, c'est qu'ils soient heureux. Et en les rendant heureux, nous, on est heureux aussi. Voilà. Mais ce n'est pas une petite chose. Voilà. Les exigences du travail en élevage paysan, comme on est dans la nature, on est avec les animaux, on est dans un corps à corps avec les animaux, dans un rapport charnel à la nature, un rapport du corps vivant, du coup, on est... on n'a pas simplement envie de faire grossir son compte en banque comme en système industriel, ni d'être celui qui a le plus matériel, le plus ci, matériel le plus ça. Je pense que ce que les gens veulent, c'est vivre une vie authentique,
avec voilà, une énergie vitale. Et elle est vraie. Si vous allez dans des élevages avec des éleveurs paysans qui sont à l'aise dans leur métier, à l'aise dans leur vie, voilà, on se sent vraiment bien, quoi. C'est des gens... alors, pas en ce moment, avec les histoires de grippe aviaire et tout ça, les pauvres, ils sont... enfin bon, il y a plein d'éleveurs qui ne sont pas touchés par ça quand même. Enfin voilà, il y a une dimension dans le rapport au travail qui est... Voilà, on travaille pas seulement pour produire, mais aussi pour vivre sa vie et la vivre pleinement, et la donner à vivre pleinement, même si elle est courte des fois aux animaux. Que les animaux, même s'ils ont une vie courte, ils ont eu une belle vie, une vie qui correspond à leur monde de brebis, d'agneaux, de cochons, de vaches, etc. C'est